l'établissement. Juste quelques mots de présentation pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas l'établissement. Donc l'EPL de Lyon, d'Arguinet-Cuy, avec un établissement de formation, un lycée qui assure la formation de jeunes dans la voie scolaire. Il y a quelques élèves de seconde, il y a également des BTS, donc bienvenue. Un CFPH, donc un centre de formation et de promotion horticole qui assure la formation d'apprentis. Je pense qu'on a aussi la chance d'accueillir quelques jeunes du CFPH qui sont en apprentissage. La formation également adulte, essentiellement centrée sur le paysage, c'est le domaine de compétences fort de l'établissement. Mais l'établissement, c'est aussi un établissement historiquement d'enseignement horticole, même si le public en formation horticole a quand même nettement baissé. Horticulture, paysage, les deux thèmes importants de l'établissement, qui compte également une exploitation horticole de production-vente, qui est une unité de production à vocation pédagogique. Donc vous êtes nombreux et nombreuses, les élèves et apprentis qui sont présents ce soir, à côtoyer cette exploitation. Donc l'établissement, il a bien évidemment la vocation de formation des futurs professionnels, former aussi les professionnels qui sont dans le monde de l'entreprise, les demandeurs d'emploi. Il a également vocation à nouer des partenariats d'animation, d'expérimentation, de développement. Et cette animation, on en a une expression ce soir avec la première conférence débat d'une série de 6 conférences qui va être consacrée au paysage comestible. Et je remercie Benoît et Gaëtan Allard, des nouveaux potagers, d'être présents ce soir. Voilà, je voulais surtout remercier aussi l'équipe du CFPH, Rémi Georgiou, directeur, Maxime Delahaye, qui est chargé de mission, Élodie Demaret, Anne-Laure Marc, j'ai vu Marie-Véronique Bacher également. Voilà pour l'organisation, l'accueil de cette belle conférence débat, parce que c'est une nouveauté dans l'établissement, et on espère qu'elle répondra, cette conférence débat, à vos attentes. Donc la première d'une série de 6. Voilà, donc quelques mots, et puis bien évidemment vous remercier pour votre présence et cette première conférence qui va être consacrée au paysage comestible. Voilà, je vais vous laisser la parole pour rentrer dans le vif du sujet. Merci. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Merci au CFPH de faire appel à nous pour démarrer cette saison de conférence. On va parler du paysage comestible. On va essayer de vous donner le goût de ces espaces-là. En quelques mots, Gaëtan et moi sommes deux frères qui avons créé avec un ami le bureau d'études des nouveaux potagers il y a 4-5 ans. En fait, ça a démarré d'abord en faisant un voyage en Amérique latine, au Chili et au Pérou. Et on a fait un petit voyage par là-bas et on se rendait compte en faisant des recherches sur l'agriculture urbaine qu'il y avait pas mal de gens qui jardinaient sur les trottoirs, des grands trottoirs avec pas mal de terre battue devant chez eux, et qui faisaient des jardins pour cultiver des légumes pour leur propre alimentation. Et on s'est dit c'est super, il faut absolument faire la même chose en France, mais avec des enjeux un peu différents de ceux qui sont là-bas en Amérique latine. Là-bas c'était vraiment pour les questions de santé. Ici, nous on s'est dit que ce serait plutôt pour les questions de lien social, parce que si on a fait le constat généraux, qu'un certain nombre de citadins étaient isolés, donc notamment sur les personnes qui viennent dans une nouvelle ville, qui s'éloignent de leur famille. Il y a aussi des personnes âgées ou des personnes au chômage qui ne voient pas forcément beaucoup de monde. Donc ça c'est un enjeu important qui nous semblait nécessaire de relever. Il y avait la question des personnes qui sont stressées au travail et il y a de plus en plus de burn-out. Donc on s'est dit là aussi il faut faire quelque chose, il faut trouver une solution à ce problème-là. Par rapport à tout ce qui est lié à la consommation de fruits et légumes, il suffit de se promener dans les supermarchés et même dans les marchés. Il y a beaucoup de légumes soit qui viennent de l'autre bout du monde, soit qui ne sont pas du tout de saison. Toujours les fameux exemples des tomates en plein mois de janvier. Il y avait aussi un enjeu lié aux écosystèmes bouleversés avec l'extension des villes, le fait d'imperméabiliser l'ensemble des sols, c'était quelque chose à prendre en compte, et le style de vie urbain qui s'impose petit à petit, même à la campagne. Finalement, tout le monde, même quand on habite à la campagne, on a toujours ce style de vie propre à la ville. Ça marche bien tout ça.
Allez, on continue comme ça. Et donc du coup, 3 enjeux, si on peut synthétiser aussi simplement. Donc la reconstitution des écosystèmes locaux, la connaissance de la saisonnalité des fruits et légumes, et même de la nature en général, et le développement du lien social et du bien-être de la population. Donc notre mission, la mission qu'on s'est donnée au sein du bureau d'études, on l'a résumée en une phrase: aménager le cadre de vie des habitants en s'inspirant du monde rural afin de reconnecter les individus entre eux et à la nature nourricière. Quelques hashtags pour les plus connectés d'entre vous. Donc vraiment l'idée c'est de capter l'essence du monde rural et d'essayer de retrouver ce qui en fait le caractère premier, et c'est de le retrouver dans les aménagements qu'on va pouvoir faire en ville. Nos différentes sources d'inspiration, on en a nommé 3. Le jardin en mouvement de Gilles Clément, donc un paysagiste de renom, vous connaissez sans doute. Une petite définition que je vous lis ici du jardin en mouvement. Il désigne à la fois un type de jardin où les espèces végétales peuvent se développer librement. Et de manière générale, c'est une philosophie du jardin qui redéfinit le rôle du jardinier en accordant une place centrale à l'observation et qui repose sur l'idée de coopération avec la nature. Donc le principe, c'est, je fais souvent des généralités, il faudra croiser encore les sources, mais l'idée c'est de laisser pousser la nature le plus possible, de regarder ce qui nous intéresse dans ce qu'elle produit, et par exemple de retirer les plantes qui nous intéressent moins, de tailler pour essayer de reconstituer les espaces. Donc ça c'est une des sources d'inspiration. La deuxième, le monde rural. Donc là on va trouver plein d'exemples de ce qu'on peut y trouver, les vergers, les murs de pierres sèches, les clôtures pour les moutons, ça peut être aussi les animaux, une nature un peu plus dense dans laquelle on va pouvoir se promener. Donc ça c'est vraiment une de nos sources d'inspiration majeures. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on va faire un aménagement, que ce soit à Montpellier, à Lyon, à Montpellier par exemple on va s'inspirer de la Garrigue pour pouvoir faire les aménagements par là-bas. Si on est dans l'ouest lyonnais, on va plutôt travailler sur les blocages et tout ce qui est verger. Et voilà, à Aix-les-Bains, plutôt s'inspirer du paysage de montagne. Donc vraiment, systématiquement, on essaie de capter l'identité du lieu et de la retranscrire. Troisième source d'inspiration, la fameuse permaculture. Donc l'idée, ici, je crois que j'ai une définition aussi de la permaculture, donc agriculture permanente, qui est la conception, la gestion des systèmes agricoles productifs qui possèdent des caractéristiques de diversité, de stabilité et de résilience des écosystèmes naturels. Donc un ensemble d'éléments qui fonctionnent entre eux, tel un système. Et en fait, bon, plusieurs exemples ici, vous avez l'idée par exemple de pailler systématiquement les sols, parce que dans la nature, le sol est toujours recouvert, il n'est jamais nu, donc l'idée c'est d'inspirer de ce que fait la nature en paillant les sols. Ça va être de diversifier au niveau des cultures, et des arbustes, des différentes strates de végétation qu'on va pouvoir retrouver. C'est oui, ici les poules, donc laisser gambader les poules et utiliser leurs excréments comme engrais finalement pour nos légumes. Voilà, donc ça c'est pour nos sources d'inspiration. Et donc l'idée maintenant, ça va être de vous montrer voilà, un petit dessin qui résume ce qu'on fait à chaque fois dans les aménagements. Il y a systématiquement des arbres fruitiers, des champêtres, le point d'eau toujours pour la biodiversité, le fameux potager parce qu'il faut quand même faire pousser quelques légumes dans ces jardins, et les refuges animaux et les sols naturels. Donc maintenant on va vous montrer ces différents éléments, comment on les met en place, et après quelques exemples de projets qu'on a pu réaliser divers endroits. Et je laisse la parole à le temps de boire un peu. Et bon, bonjour à toutes et tous. Si jamais on va un petit peu vite sur certaines slides, n'hésitez pas à nous interrompre et à poser des questions. Donc en fait, moi je vais détailler ces espaces-là.
Donc la biodiversité pour nous elle est essentielle. On l'a trouvé essentielle justement du fait de pouvoir cultiver. On ne pouvait pas juste partir sur le principe d'un paysage comestible sans inclure cette biodiversité, justement par rapport déjà au traitement zéro phyto. Il fallait pouvoir recréer cet écosystème en fait, qui allait permettre d'éviter d'avoir trop d'un seul type d'insectes ou d'animal présent sur place. En fait, quand on recrée l'écosystème, l'idée c'est d'apporter les prédateurs qu'on va avoir. Voilà. Par exemple, donc on recrée des différents refuges, comme cette mare ici, Point d'eau, qu'on a fait sur un projet aux aéroports de Paris, qui va permettre d'accueillir des amphibiens, ou par exemple ce tas de branchages de bois que vous avez aussi, on a vu à l'entrée du lycée, qui va permettre, souvent dans lesquels vont se loger les hérissons par exemple, qui vont d'ailleurs être très utiles pour le potager, qui sont friands de limaces et autres escargots. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'inciter au maximum. Donc tant bien que mal essayer de le faire de manière naturelle, comme ce qu'on retrouve en général dans les forêts ou dans les champs aux alentours, et sinon d'aller y mettre quelques nichoirs pour provoquer leur venue. Il y a aussi des murets en pierre sèche par exemple qu'on peut mettre pour les lézards qui vont se régaler des papillons alentour. Alors, donc là, on a mis un petit peu ce qu'on veut à éviter selon nous. Après, chacun sa philosophie, chacun sa façon de voir l'aménagement paysager. C'est vrai que le côté pelouse bien taillée, bien propre, sans mauvaises herbes, c'est encore dans les habitudes de beaucoup et de nos clients pétroliers. Donc c'est vrai que c'est à nous de faire beaucoup de pédagogie auprès d'eux, pour leur expliquer. Le problème qu'on trouve avec ces pelouses qui sont bien propres, c'est justement qu'on enlève finalement tout abri pour les insectes ou les animaux qu'on veut loger et qui vont pouvoir trouver refuge justement dans les haies en fleurs mellifères. Donc non seulement ça les abrite, mais en plus ça peut attirer nombre d'abeilles et d'autres insectes pollinisateurs. Et donc éventuellement, par exemple, on est amené parfois à proposer aux clients directement, plutôt que de faire une pelouse bien nette, de leur dire pourquoi pas semer de l'orge, du sel, du lait, et profiter de cet espace pour faire soit des hautes herbes directement à fauche tardive, soit un champ directement à cultiver. Alors, le sujet des arbres qui est un peu compliqué aussi. Donc là, on va prendre la partie vraiment comestible pour le coup du paysage. Donc, comme je disais, avant de pouvoir parler de la partie comestible, il fallait mettre en condition le lieu, recréer l'écosystème, faire venir tous les prédateurs utiles et les insectes utiles au jardin. Et ensuite y mettre du coup quelques arbres fruitiers. C'est vrai qu'avec Benoît, on a un peu un souci, le côté des arbres, un petit peu, qu'on a l'habitude de voir un petit peu bien droit, bien rectiligne, ça nous ennuie parfois parce que c'est pas toujours ce qu'on retrouve quand on va se balader dans les champs ou dans la campagne en général. Tout simplement parce que les arbres à la campagne, ils sont parfois cassés, piétinés ou rongés, ou alors penchés par le vent par exemple. Voilà. Donc tout ça, ce sont des arbres qui démarrent petits et qui vont vraiment suivre une courbe naturelle en fait, et naturelle pour le coup. Or en pépinière, ils sont toujours bien tutorés, bien droits, et on est amené à les planter en ville, bien tutorés, bien droits aussi, au risque... par exemple, sur cette idée du vent, par exemple, c'est vrai quand on voit des arbres inclinés, qui sont sur une plaine, qui sont inclinés un peu dans le sens des vents dominants, on ne va pas retrouver ça en ville, et c'est des repères qui manquent un peu. C'est se dire, c'est une perte de repères que peuvent avoir certaines personnes dans la campagne, qui vient à manquer. Je ne sais pas si tu veux compléter un truc. Oui, alors
après, donc ça dépend sur le type d'arbre qu'on peut mettre. Oui, noyer, châtaignier, pommier, bon, ça dépend aussi du lieu dans lequel on va les mettre. C'est-à-dire que si on est directement dans une entreprise ou dans une ville, ça peut être différent. On va privilégier toujours les essences qui sont locales, justement. Si jamais on est à Grenoble, il y a beaucoup de noyers autour de Grenoble, donc si on doit faire un aménagement paysager autour de Grenoble, on va privilégier les noyers, ne serait-ce que pour la logique, en fait, pour que les gens sachent ce qu'ils ont autour d'eux. Et quand ils vont aussi à la campagne, qu'ils se remémorent, qui revoient les mêmes choses en fait en ville directement. Ou voilà, si on est dans le nord, on mettra davantage des noyers. Voilà, et justement, donc, sur ce côté endémique, on voulait aborder le côté des haies bocagères. Toujours la même chose, recréer dans la ville ce qu'on peut retrouver à la campagne, en fait, pour recréer un lien justement entre ces deux espaces. Et reprendre. Donc là, par exemple, vous avez cet exemple de haies champêtres, les fameuses haies bocagères que vous avez quand vous allez à la campagne, qui séparent les différentes parcelles des champs, justement, qui délimitent, et qui sont composées en général, ici dans la région, de hêtres, de houes, de lupines, de chênes-verts, ce genre de choses, en fait, et qu'on ne va pas retrouver forcément en ville aussi d'habitude. En ville, on va retrouver des espèces aussi qui sont pas toujours endémiques ou indigènes, à savoir, comme ici vous avez l'arbre à papillon, les hortensias, ou ce genre de choses en fait, qui vont en général qu'on ne retrouve pas en fait, c'est pas caractéristique du lieu, et c'est vrai qu'on ne retrouve pas forcément, si on retrouve ce genre de plantes qui sont jolies, hein, mais qui viennent tout droit de Chine, qui ont été importées quand tu as amené il y a un siècle, et qui voilà, peut-être dans 500 ans elles seront encore là, ça sera devenu des espèces classiques et endémiques, mais pour l'instant c'est pas vraiment cohérent pour nous de mettre ce type de variété en fait. Donc j'ai pris quelques notes quand même. Ouais, voilà. Et donc on va toujours essayer de ramener dans ces haies justement, quand on se balade à la campagne aussi, il y a ce côté nourricier où on va aller se cueillir, on va accueillir des mûres par exemple, ce genre de choses qui est la classique quand on est en campagne, et qu'on voudrait se trouver aussi en ville, justement, de pouvoir amener, alors en ville ou dans les espaces, on va le montrer après, dans les entreprises, dans les maisons de retraite, ou dans les espaces privés, en fait, qui veulent aussi aménager, parce que quand on parle du paysage, c'est pas uniquement le paysage en ville, ça peut être sur des parcs autour d'entreprises. Et donc, du coup, de permettre aux gens d'aller cueillir directement des cassis, des groseilles, des framboises, d'aller faire de se retrouver pour faire des confitures et voilà. Donc ce côté qui est aussi de réunion aussi des gens justement autour de ces activités de cueillette qui étaient intéressantes et dont on va discuter un petit peu. Je regarde mes notes. Si vous avez des questions entre temps, n'hésitez pas. Voilà, alors du coup, ça fait aussi partie de la partie comestible d'un aménagement. C'est pas être que purement des fruits ou des légumes. Donc tous les animaux, on peut y mettre les poules bien sûr pour récupérer des œufs, donc là ça dépendra de la manière dont on va aménager l'espace. Il ne s'agira pas de juste mettre un enclos au hasard avec des poules, mais ça sera dans le cadre de l'aménagement d'un jardin familial par exemple. Et des animaux directement. Donc là, il y a Christophe Darfeuille qui est dans la salle qui pourra en parler davantage avec Naturama, où on peut mettre des animaux pour entretenir directement les espaces. Il existe quelques exemples aussi. J'ai vu ça aux Pays-Bas, où il y a des gens qui avaient élevé un cochon, justement aussi dans un espace, dans un parc, pour le nourrir, pour transformer les déchets et pour le manger aussi à la fin de l'année. Donc ça peut être aussi l'aspect nourricier peut aller jusqu'à élever des animaux en fait, dans le paysage qu'on va aménager. Donc c'est pas uniquement fait de plantes. Ouais, donc
quelques espaces, quelques types d'aménagements paysagers possibles. Le dernier élément qu'on va retrouver dans nos jardins, donc, ça va être les espaces cultivés. Donc il y a plusieurs façons de faire aussi ces espaces, de cultiver les légumes. Donc il y a sous forme de parcelles individuelles, les jardins familiaux ou jardins ouvriers, on les connaît depuis longtemps, ils ont déjà été expérimentés maintes et maintes fois. Donc parcelles individuelles, le seul inconvénient qu'on y retrouve, c'est que ça ne s'intègre pas forcément très bien dans le paysage et il y a toujours ces clôtures qui font que les gens sont quand même isolés au final, ils ne sont pas obligés de se parler quand ils vont faire leur jardin et on trouve ça un petit peu dommage et on aimerait bien essayer de promouvoir autre chose. Et du coup, un des exemples qu'on a imaginé pour un projet à Thésée pour le compte du TIAD, un promoteur immobilier, qui a voulu innover sur la question. Ils avaient un espace, vous voyez ici à gauche, qui était non constructible. Ils se sont dit on va faire des jardins familiaux pour les habitants. Donc, nous, on leur proposait de faire plutôt un parc sans potager, rien du tout au départ. Donc un parc toujours avec ses haies comestibles, avec les points d'eau. Et en laissant la possibilité, si les habitants de ces logements le souhaitent, d'exploiter certains espaces. Donc à ce moment-là, on pourrait délimiter, au moment de la demande des habitants, on peut délimiter certains espaces en disant vous pouvez cultiver entre les artichauts et le groseillier. Il n'y aurait pas forcément ces cadres-là, mais en tout cas, il y aurait des lieux qui seraient situés sur plan. Et on leur dirait, voilà, si vous voulez, vous pouvez cultiver à tel endroit, et la deuxième famille à tel endroit, ainsi de suite. Comme ça s'intègre mieux à l'espace. Et on crée une charte ensemble avec les habitants, on leur dit, vous pouvez jardiner à telle et telle condition, donc dans les clôtures, je crois que c'est pour les rabots, mais enfin, voilà, on fait ensemble une charte, on dessine ensemble l'espace dans les années qui suivent. Ça c'est un des exemples. Une autre possibilité, selon nous, de faire des espaces cultivés, c'est carrément de faire un champ. Là, il faut pas mal de place. Là, c'est un projet, il y a 2 hectares de terrain, c'est à La Roelle. On a un hôtel, c'est le bâtiment qui est ici, un hôtel qui est en cours de construction. Et en fait, le propriétaire souhaiterait cultiver dans la pente qui est un peu en contrebas sur ces 2 hectares-là, cultiver des fruits et légumes pour le restaurant de l'hôtel. Et aussi vendre des fruits et légumes aux habitants du coin, aux habitants du quartier. Et en fait, ce qu'on propose ici, c'est que l'espace cultivé soit ouvert au public pendant la journée. Donc on clôt quand même tout autour du lieu, et pendant la journée, il y a des circulations qui sont possibles. Et le public, comme ça, traverse les champs, il y a des bancs qui sont installés, des kiosques, des terrasses en bois, des tables de pique-nique. Et comme ça, ils peuvent profiter de cet espace-là. Pour la mairie, ça lui fait un super parc à moindre coût. Du coup, il n'y a plus qu'à payer quelques bancs. Et les cheminements, en général, c'est les mêmes cheminements que ceux qui sont utilisés par l'agriculteur. Il s'agit ensuite de mettre des chemins quand même pour les personnes à mobilité réduite. Mais ça fait quand même un beau parc pour pas trop cher, et qui est en plus entretenu par l'agriculteur. L'agriculteur, lui, en échange d'avoir cet espace-là, de pouvoir cultiver sur cet espace-là, on lui demande d'entretenir les chemins, d'entretenir le mobilier si jamais il y en a qui a été cassé. Et voilà, c'est la seule contrainte qu'il y a. Et voilà. Après, même le maraîcher, ça peut être une association d'habitants du coin. Ça peut pas forcément un maraîcher professionnel, on peut très bien dire. Certains habitants qui ont envie de jardiner et qui connaissent un petit peu quand même la chose, on propose de les mettre en association et ils peuvent comme ça faire vivre les lieux. Sur la Corse, oui, voilà, j'ai pas mis le... Bon, on était en Corse la semaine dernière, il y a le maire de Sarola Carcopolo qui est à côté d'Ajaccio qui souhaite faire des jardins partagés pour les habitants. Et là, on a fait un atelier, on a décidé avec eux de ce qu'il allait y avoir dans ce jardin-là. Donc, à la base, la première idée, c'était aussi de faire des jardins individuels. Et finalement, on leur a mis un petit peu une graine dans la tête, leur disant qu'il faut essayer d'ouvrir un maximum et pourquoi pas aller sur ce genre d'espace-là. Donc, au final, on va se retrouver sur un entre-deux. Il y aura une partie du lieu qui sera cultivée par un maraîcher ou par l'association, et une partie qui sera en jardin familial. Ça, tout le monde est content.
le siège, le nouveau siège de Biorg qui est à Saint-Génie-la-Mal. Là, la direction souhaitait mettre en place un espace pour créer du vivre ensemble, permettre aux salariés en fait de se retrouver, de faire le fameux team building et en même temps de promouvoir un mode de vie respectueux de la nature et une consommation locale et durable. Donc du coup, on a fait un travail d'assistance à maîtrise d'ouvrage où on est venu proposer à l'équipe de maîtrise d'œuvre d'aménager cet espace-là en reprenant encore une fois tous ces éléments pour trouver le point d'eau, celui-ci qui est en forme de nid. On a un espace qui est cultivé en potager, le poulailler qui sera situé par là-bas, le verger, et le verger avec les moutons qui vont pâturer sous les arbres fruitiers. Et du coup, on a proposé que les salariés, quand ils font le tour, quand ils se promènent le long des cheminements, ils se baladent entre les moutons. Alors ça, c'est un petit peu peur, ça surprenait un petit peu le client, mais au final, bon, c'est pas bien méchant le client au final. Ils vont pour un peu au départ, et puis à un moment, ils s'habituent, et c'est mignon. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais apporter un point sur le verger, parce qu'on parlait des arbres fruitiers tout à l'heure, justement. Le client, si jamais il nous demande d'installer un verger, et qu'on lui met des signes comme ça, il va pas forcément être ravi. Donc ça va être parfois on est contraint vis-à-vis des clients d'aller, on va dire, de mettre déjà des sujets assez grands, en fait, qui auront été formés en pépinière. Mais alors, du coup, ce qu'on fait en général, c'est qu'on va mettre peut-être 3 sujets assez grands et plusieurs petits, et on viendra après arracher ceux qui, si jamais tous poussent et qu'il y en a trop, on va enlever ceux qui sont en trop, et peut-être plus tard, du coup, retirer ceux qui avaient été mis initialement pour délimiter la zone verger, en fait, finalement. Et pour satisfaire les clients, du coup, par rapport à ces demandes. Juste maintenant, du coup, pour le dernier point pour terminer, donc là on a parlé de la forme, vous pouvez prendre ce paysage comestible. Maintenant, on considère que ça ne peut pas fonctionner si les utilisateurs ne prennent pas la chose en main. On peut faire un super jardin s'il n'y a personne derrière pour l'entretenir, ou pour s'intéresser, ou pour aller cueillir les fruits qu'on leur propose. Les fruits vont rester là et ça va cueillir, ça va être tout moche, ça sert à rien. Donc, du coup, il y a un gros enjeu lié à la pédagogie. Et cette pédagogie, on va la retrouver à différentes étapes. Au moment de la conception de l'espace, essayer de rassembler les futurs utilisateurs des lieux et dessiner avec eux le jardin. Alors, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec les proportions, les cartes, les plans en général. Donc, après, il y a pas mal de techniques avec des photos pour leur permettre de donner les idées. Et c'est toujours de manière très conviviale, ils sont toujours ravis. Même si à la fin le jardin ne ressemble pas forcément à ce qu'ils ont imaginé eux, parce que s'il y a 20 personnes, il y aura 20 idées différentes. Donc tout le monde n'aura pas forcément satisfaction à la fin, mais du fait d'avoir été invité à donner son avis, c'est quand même un peu leur jardin au final. Donc ils vont davantage le respecter à la fin. Les panneaux pédagogiques à différents endroits du parc sont importants pour ne pas effrayer les utilisateurs ou le public qui serait amené à se promener dans un de ces parcs-là, parce que souvent si on laisse un espace en friche, ils vont dire qu'est-ce que c'est que ça à faire, ils ne s'occupent pas du parc, c'est pas beau. Et du coup le panneau pédagogique est là pour leur expliquer que ça a une utilité et qu'en fait c'est le nouveau qui est devant eux. Et donc ça c'est important aussi. Et aussi bien pour la cueillette de fruits par exemple, si on n'explique pas aux gens qu'une pomme il faut la tourner pour éviter de casser la branche au moment de la cueillir, ils vont s'inquiéter dessus, et la branche elle va se casser, puis les arbres ils vont donner pendant une année, et puis après c'est fini. Donc il y a pas mal de choses à expliquer à travers ces petits panneaux. Et enfin, on propose toujours nous aux clients en général de faire des animations une fois par mois, pour les personnes que ça intéresse. Et on essaie d'amener un maximum de gens pour les sensibiliser, même s'ils n'ont pas forcément le temps d'aller jardiner. En tout cas, on leur dit venez faire un tour, regardez un petit peu ce qui a été planté, à quoi ça sert. Et quand ils auront le temps, ils se pencheront un petit peu plus sur les explications qui seront affichées et pourront en parler à leurs collègues ou à leurs voisins.
Et voilà. Après, ça fait bouger, mais il faut quand même pendant 2 ans, un bon 2 ans, proposer régulièrement des animations pour que ça prenne. Et le dernier point, finalement, tous ces espaces-là, on parle de jardins comestibles, c'est aussi donc une solution pour nous. Enfin, comment dire, ce que vous voulez dire ici, c'est qu'en fait, dans ces espaces-là, on peut faire pas mal d'animations pour le vivre ensemble. Il peut y avoir des événements, des fêtes de quartier, on peut faire ensemble des cours de cuisine, on peut faire des cours du bricolage, après on peut faire d'autres choses qui n'ont pas forcément à voir avec le jardin, avec le comestible, mais c'est vraiment l'idée ici de créer des liens autour de ces espaces-là. Et pour résumer, le paysage comestible comme nous on l'entend, c'est pas forcément un espace productif de fruits et légumes, on n'est pas obligé d'avoir un rendement important de culture. L'idée c'est surtout de créer des espaces de bien-être, de créer des espaces qui sensibilisent la population et de créer ce fameux vivre ensemble. Je crois qu'on a fait le tour. Peut-être été un peu vite, mais voilà, on vous a balayé de manière assez générale ce principe-là, mais après, comme vous avez plein de questions, on va pouvoir approfondir un petit peu. À vous la parole. Après, je crois qu'il y a aussi quelques professionnels parmi nous, donc vous pouvez témoigner vous de votre activité et voir si vous avez testé de nouvelles choses, de ce genre de choses-là ou d'autres dans les jardins. Ah, alors bon, c'est moi qui l'ai mis le micro. Bonjour, j'avais simplement deux questions pour des jardins partagés. Je voulais savoir au niveau économique comment a été financé, qui c'est qui finançait, qui c'est qui achetait les graines, comment ça se passait, qui c'est qui achetait les arbustes. Et la deuxième question, c'était au niveau du partage, s'il y avait des productions, comment ça se passait. Alors, un peu micro, mais on peut parler fort. Non, mais ça ne me dérange pas, je fais mon sport. Il y a plein de façons différentes de faire les jardins partagés, du coup, mais on pense quand même qu'il y a besoin d'un petit coup de... Enfin, l'idée, c'est de créer quand même un modèle économique qui soit viable économiquement, par exemple, si on fait des parcelles individuelles et les utilisateurs vont devoir payer un loyer pour ces parcelles-là, qui va alimenter l'association qui va pouvoir utiliser, qui va pouvoir acheter des graines justement pour faire vivre ce lieu-là. Et après, si on a suffisamment de place, on va dire à partir de 2000 m², on peut créer un espace qui soit vraiment un espace agricole, qui soit rentable. Et à ce moment-là, avec la vente des œufs ou des légumes ou des paniers, on va pouvoir alimenter aussi les caisses. Toujours une association, je pense qu'il faut une structure, ça devient difficile, une association de fait, mais alimenter les caisses de structure pour pouvoir faire vivre les lieux. C'est toujours mieux, c'est un petit coup de pouce au départ de la mairie ou de l'entreprise pour installer le mobilier, par exemple, qui est quand même un coût tout à fait important. On donne un petit coup de pouce au départ et puis après, on essaie de faire vivre la chose sur un lieu. On avait participé au concours pariculteur, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui consiste à cultiver sur les toits de Paris. Ça s'est lancé par la mairie. Ils ont fait une deuxième session cette année. Donc là, pour le coup, ils mettent vraiment à disposition des espaces, mais chacun doit se débrouiller pour avoir son modèle économique. Donc on avait pas mal penché sur le sujet. C'est un peu compliqué quand même de rendre des espaces trop petits, rentables en tout cas, surtout quand c'est sur des toits, parce qu'il y a des matériaux qui font des charges assez importantes, on va dire, au départ. Et sur certains produits, après, qui peuvent se revendre plus cher, c'est jouable. Après, sur le partage des légumes, vous
vous avez une question sur ça, comment le font les gens en général pour se... Ça dépend justement du type de jardin qui a été mis en place. Justement, si on reste sur des jardins familiaux, justement, chacun a sa parcelle, ce qui est moins intéressant en France, justement, au niveau du vivre ensemble. Ça reste compliqué, donc c'est encore de la pédagogie, ça fait partie des animations, comment on se débrouille pour avoir tous ensemble une seule parcelle en fait qu'on va gérer. Mais globalement, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait, même dans une association, c'était bien s'il y avait toujours une personne qui était salariée en même temps, qui pouvait gérer l'ensemble en fait, des choses et gérer les règles en fait. Si jamais il n'y a pas une personne salariée dans une association, c'est toujours un peu plus compliqué. Bonsoir, Alain Gordet du CFPH d'Écully. Deux questions. Corrigez-moi si je me trompe, mais vous êtes plutôt des concepteurs. Comment vous allez vendre un concept à un client? Après, comment ça se passe avec ceux qui réalisent et ceux qui entretiennent? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de perte en ligne? Et deuxième question, toujours avec cette relation avec vos clients, est-ce qu'il y a des labels ou des certifications qui vont les accrocher? Est-ce que par exemple, que pensez-vous et est-ce que vous promouvez le label végétal local pour certaines plantations? On sait que c'est un peu compliqué à trouver, mais voilà. Donc deux questions sur la perte en ligne de votre concept jusqu'à la réalisation puis l'entretien dans les années suivantes et puis sur le végétal local. Pour ce qui est de vendre ce concept-là, il y a pas mal de structures qui nous demandent si on peut faire un jardin pour eux, un jardin partagé. En général, en tant que concepteur, si à partir d'une certaine somme, je donne des chiffres, en dessous de 10 000 € par exemple, on dit on ne va pas apporter grand-chose en plus. Vous pouvez demander à des structures locales qui vont pouvoir installer un jardin chez vous. Alors, si c'est une entreprise, demandez aux salariés qui s'organisent et qui achètent l'immobilier dans les jardinières. À partir d'une certaine somme, on va pouvoir apporter une plus-value sur la conception. Mais du coup, quand ils sont prêts à mettre plus de 10 000 €, en général, ils savent qu'ils ont besoin de l'architecte ou de concepteur pour quand même faire les choses un peu linéaires sur tout ce qui est conception, suivi de chantier et ensuite les animations derrière. Et c'est vrai que c'est un plus de dire qu'on fait de la conception jusqu'à l'animation, parce qu'ils ont toujours peur, justement comme c'est un concept un petit peu nouveau dans le monde du paysage, enfin nouveau, ça a été fait, mais en ce moment on entend pas mal parler. Ils ont un peu peur de dire on vous installe un jardin comestible et après on le laisse comme ça et vous voyez pour faire les animations. Si on leur dit on va sensibiliser un maximum de gens et les inciter à entretenir les lieux, les pousser les rations. Souvent, ça c'est un plus. La perte en ligne, c'est quoi? Souvent, on voit des conceptions qui sont vendues aux clients et qui derrière ne sont réalisées qu'à moitié, entre guillemets. Et puis après, la personne qui va entretenir ne va pas forcément suivre le cahier des charges du concepteur. Oui, c'est d'où l'intérêt de faire du suivi de chantier derrière. Si on fait un aménagement, une fois qu'on a conçu le jardin, on va demander à des paysagiste de venir l'installer et on va faire en sorte que ça réponde bien au cahier des charges qui aura été écrit en amont. Et c'est vrai que c'est important de suivre de bout en bout ce projet-là. Je complète en même temps parce que c'est vrai qu'on a vraiment des difficultés c'est vrai que dans l'entreprise, je suis plutôt amené à faire la relation avec les sous-traitants justement. Enfin, on n'est pas en sous-traitance, puisqu'on fait un appel d'offres justement, donc c'est l'entreprise qui répond. Je suis amené à contacter des paysagistes pour répondre au projet. On se bagarre parfois un petit peu parce que justement il y en a qui sont on va dire, dans le métier depuis pas mal de temps et qui ont leurs habitudes aussi. Et donc nous on va leur proposer un aménagement. Voilà, je vais leur dire mettez pas de tuteur sur les petits arbres sur le tuteur par exemple, ils ont envie de les mettre à tout prix. Donc on a toujours un peu discuté sur ça. Et quand on veut créer un chemin de traverse, recréer un peu un chemin de campagne comme ça, naturel,
avec parfois les herbes qui reviennent par-dessus le chemin regardé, c'est volontaire. Mais pour eux, c'est difficile de concevoir un chemin sans mettre des bordures en béton de part et d'autre, en fait, pour que le chemin reste pendant un temps. C'est pas vraiment l'idée. Nous, justement, on peut laisser la nature reprendre sa place. Ouais, la même, c'est une bonne idée. Voilà, pour l'instant, on n'a pas eu besoin de convaincre les clients par rapport au label, parce qu'on s'adresse, quand c'est des entreprises, à des clients qui sont dans la partie responsabilité sociétale de l'entreprise RSE. Donc en fait, ils savent déjà un peu à l'avance, en faisant appel à nous, qu'on va répondre finalement à des critères qui vont leur permettre d'obtenir certains labels. Donc on n'a pas toujours besoin de le mettre en avant, on y a pensé à un moment, mais ça paraît vite évident. Merci. Donc moi je me posais une question par rapport à la relation clientèle, parce que les gens ils sont habitués à avoir du beau, à avoir de la pelouse taillée au millimètre, et là on se retrouve avec justement un espace où la nature reprend ses droits. Donc là vous disiez qu'avec les entreprises ils cherchaient quelque chose, et que donc c'est ce qu'ils cherchaient. Pour les clients privés, est-ce qu'il n'y a pas des contraintes à discuter avec eux, négocier, enfin, négocier, mais leur présenter un projet qui peut paraître sale pour des paysagistes. Et d'un autre côté, sur la question de l'entretien, par rapport à un aménagement classique, est-ce que ça demande plus d'entretien, moins d'entretien, est-ce que... Enfin voilà, c'est plus ou moins ça ma question. Pour ce qui est de convaincre, nous pour le moment on ne travaille pas avec les particuliers par exemple, parce qu'on sait qu'il y a encore pas mal de réticences, il y a encore pas mal de blocages sur ces questions-là, parce que c'est vrai qu'ils ont encore pour beaucoup l'idée d'avoir un jardin propre. Donc en général, à chaque fois les clients avec qui on travaille, que ce soit des communes, des entreprises, c'est elles qui viennent nous voir, et elles viennent nous voir avec cette idée justement qu'on leur propose quelque chose d'alternatif. Et donc du coup ça c'est super, il n'y a pas besoin de convaincre, parce que c'est vrai qu'on a déjà essayé, on s'est déjà retrouvé au départ, quand on démarchait nous, des clients, et qu'on leur disait on va vous proposer quelque chose autrement qu'ainsi, c'était pas facile, ouais. Et même au départ de l'activité, on présentait des images de référence comme ça, on disait on va faire un paysage, un jardin comme ça. Et si on n'avait pas écrit noir sur blanc sur le cahier des charges, au moment de réaliser le jardin, ils voyaient leur arbre qui était tout comme ça, nous on était contents, l'arbre est tordu, c'est ce qu'on voulait, et eux, ça les choquait, et du coup il fallait remettre droit. Donc on a appris aussi à bloquer, d'abord à expliquer ce qu'on allait faire, et ensuite à l'écrire noir sur blanc pour qu'ils ne puissent plus revenir dessus, alors qu'on le fasse en disant changer d'avis, mais qu'ils sachent qu'on ne s'est pas trompé. Et c'était vraiment la démarche dès le début. Ils sont souvent séduits par le concept. Quand on leur parle de nature, on leur montre des images de référence de la campagne, ils sont ravis. Et dans le concret, quand on refait quelque chose justement proche de la campagne, ils perdent un peu leur repère. Donc, il y a beaucoup de pédagogie dans ce type d'aménagement, dans ce type d'entretien des espaces. Il faut sans cesse en fait expliquer, réexpliquer, revoir le client et avec les sous-traitants aussi, expliquer davantage l'esprit en fait dans lequel on veut être, que ce soit cohérent. Pour la question de l'entretien, est-ce que ça nous... on n'a pas encore beaucoup de recul en fait, parce que nous on fait la conception, là, ça fait 2-3 ans qu'on fait ce genre de projet-là. On n'a pas encore tellement de recul sur le temps d'entretien ou le coût d'entretien, mais il s'agit de former aussi les personnes qui vont être en charge de cet entretien-là, que ce soit une entreprise ou une commune, une école. Il y a toujours une personne qui est en charge d'entretenir les espaces. Il faut discuter avec cette personne sur comment on va faire vivre les lieux par la suite, et l'intégrer dès le début au moment de la conception. Quand on parlait de pédagogie tout à l'heure, au moment de la conception, c'est important de faire participer les personnes qui vont entretenir les lieux derrière, parce qu'ils peuvent très bien, on peut très facilement passer de la prairie au pays de bœuf.
si on n'a pas convaincu ces personnes dès le départ de l'utilité de ce genre de lieu. C'est ce qu'on a vu avec un projet dans Paris où on avait recréé vraiment tout fait nécessaire pour recréer l'écosystème et que le message n'était pas passé au niveau de l'entreprise qui était en charge d'entretien qui est venue retondre l'ensemble de l'espace, ne sachant pas que c'était volontaire en fait. Donc, il a fallu vraiment retrouver les bons contacts pour aller expliquer de nouveau et toujours cette je complète beaucoup donc, je ne sais pas ce que va dire Benoît, mais je pense que sur l'entretien, on arrive aussi à convaincre quand on explique qu'il n'y aura plus trop de haies à tailler, a priori. On va justement mettre des arbustes qui ne vont pas trop grandir, on va faire des tailles. Il ne faudra pas passer trop régulièrement, tailler les haies au carré, donc en général ça leur plaît plutôt. Voilà, je sais pas, en général ça passe bien. Après, ouais, Est-ce que vous avez connaissance ou pas de services techniques d'espace vert de communes qui joueraient le jeu de... Ah oui, est-ce que vous avez connaissance de collectivités locales qui, par leur service d'espace vert, pourraient jouer le jeu de faire justement des arbres frontières, des choses comme ça, alors que on voit bien que les squares et les jardins, ils ne servent à rien. Tenté le coup en fait à Amiens, je me souviens, on avait discuté justement on disait mais pourquoi vous ne mettez pas des pommiers directement sur l'espace public? Ils ont dit ça sert à rien parce que les gens ils tirent dessus, ils arrachent la branche et ce qu'on expliquait tout à l'heure en fait. Donc en fait ils ont fait des essais mais ils ont peut-être loupé la partie pédagogique justement et information auprès des riverains et qui fait qu'ils se sont très vite découragés, ce qui est dommage parce que c'est compréhensible que quelqu'un qui n'a jamais vu le pommier ne sache pas forcément comment cueillir la pomme. Ils tirent, ils font pas gaffe, ils ont cassé la branche, c'est dommage. Donc je pense qu'ils ont un peu oublié cette partie qui était importante. Il y a peut-être des personnes là. Oui, c'est elle. Je vais pouvoir apporter quelques éléments. Moi, je suis à la ville de Lyon, au service des espaces verts. Donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que, effectivement, les choses ont beaucoup changé depuis quelques années. Et on est sur plutôt le jardin, le bien-être, et on est plutôt sur la santé. Donc, on se rejoint, je vais complètement vous rejoindre. C'est vrai que de plus en plus, on crée des espaces de plus en plus naturels. On est contraint par les lois, les directives européennes. Et effectivement, ça fait quelques années, on est sur ce que tout le monde connaît, sur la gestion différenciée. On y travaille énormément et on s'approche de plus en plus sur des espaces où les gens, effectivement, vont pouvoir retrouver des fruitiers, vont retrouver des zones moins naturelles. Depuis 4-5 ans, on a de plus en plus de jardins partagés qui se créent. C'est un phénomène de mode, mais c'est plus qu'un phénomène de mode. C'est vrai que maintenant, les gens sont énormément demandeurs. Et on est plus maintenant sur la ville de demain, justement, où de plus en plus, on va rentrer entièrement dans ce qu'on est en train de dire, sur des jardins comestibles, et de plus en plus, on arrive là-dessus. Même les architectes en bâtiment ont des réflexions par rapport à ça, sur les toitures végétalisées, sur tout ce que vous pouvez trouver, sur plus de nature en ville, et de nature, je dirais de nature propre ou de la vraie nature. Voilà. Thierry Levaillant, paysagiste concepteur d'études Bois-Bissamy. C'est pas une question, c'est juste un complément de mon expérience personnelle sur la jonction de fruitiers en espace public en ville.
En fait, au début des années 2000, j'ai eu l'opportunité de pouvoir le faire, c'est-à-dire d'avoir en face de moi une collectivité qui était d'accord pour tester. Et ce que j'ai pu remarquer, le retour d'expérience, est en fait qu'il y a beaucoup de fruitiers qui sont sensibles, ce dont je me doutais. Donc, en fait, il y a deux exemples vraiment très nets, je peux citer. C'est sur les pommiers, même en prenant des espèces locales,